C'est parti sur du Hunger Games, mais façon science-fiction. C'est sanglant, c'est brutal. Le pipi, ça revient énormément. Formidable, je suis ravie. Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, que dis-je, ce nouveau vlog lecture qui normalement cette fois-ci, on croise les doigts, devrait durer une seule semaine. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vlogs précédents, je dis ça parce que le premier a duré 10 jours, voire 15 au lieu d'une semaine, et le second, bah pareil. Et comme le vlog précédent, je vais essayer d'avancer dans un maximum de mes séries. Je vais d'abord continuer ma lecture de Red Rising puisque c'est là-dessus que je vous ai laissé la semaine dernière. Pour l'instant, j'en suis à 38%, ça se lit tout seul, c'est agréable, c'est de la dystopie et je pense que ça va être assez sanglant. En tout cas, j'ai très hâte de continuer ma lecture et normalement, dans ce vlog-ci, je lirai très certainement un autre livre, mais ça va être la roue du hasard qui va continuer de choisir pour moi. Parce que évidemment, je ne sais pas choisir et j'ai envie de dire absolument toute ma palle. Donc écoutez, sans plus tarder, c'est parti. Coucou, je viens vous faire un petit update lecture puisqu'on est mercredi soir. Je vous ai pas vraiment pris entre deux parce que j'ai quand même avancé dans ma lecture de Red Rising. Mais comme j'ai avancé petit bout par petit bout sur les derniers jours qui viennent de se passer, ça valait pas la peine de venir vous voir entre temps. Donc mercredi soir, je suis à la page 329, au chapitre 34. J'attaque la partie 4 du livre et en gros je suis à 69%. Ce soir il y a des reading sprints donc je pense que je vais pas mal avancer et pour l'instant c'est une bonne lecture. Je vois vraiment bien tous les points qui ressemblent à The Will of the Many et je vois aussi énormément les points qui ressemblent à Hunger Games. La dernière fois que je suis venue vous voir, je vous avais dit ça ressemble beaucoup à The Will of the Many, mais en fait juste après que je vous ai parlé, c'est parti sur du Hunger Games mais façon science-fiction, façon sur Mars et c'est vraiment chouette. Ceci dit, quelques petits bémols quand même, c'est assez juvénile. J'y retrouve un humour un peu ado, un peu cracra et du coup un humour un peu pas drôle parce que beaucoup trop jeune pour moi. Et c'est un peu ce qui m'inquiétait puisque je me souviens que je vous avais dit que notre personnage de Darrow il est quand même vraiment mature puisqu'il a été obligé de grandir très vite malgré ses 16 ans, mais que comme il allait être dans un environnement où il allait être entouré de gens de son âge entre 16 et 18 ans mais qui n'ont pas du tout eu la même vie, le même parcours que lui, j'avais un peu peur de retrouver ce côté un peu trop young adulte, et c'est évidemment le cas, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier ma lecture pour autant. Pour le moment, je pense qu'on va partir sur un 3,5 sur 5, ce qui est vraiment pas une mauvaise lecture, mais on est quand même loin d'un coup de cœur ou même d'une très bonne lecture. Il y a aussi un petit truc qui me chiffonnait pas mal, mais on a eu une espèce de révélation dessus qui fait que, ok, je comprends mieux. Je m'étais fait la réflexion, je l'avais noté sur mon Notion, que, ok, Darrow, il infiltre les Orcs, il se fait passer pour un Orc. D'ailleurs, c'est vachement intéressant puisqu'on a vraiment le parcours qui fait que il va passer incognito parmi les autres Orcs. Et c'était vachement intéressant parce que c'est pas juste du tout cuit, ça tombe du ciel et les autres ne se rendent compte de rien. Il y a vraiment un parcours qui fait que c'est intelligent. Mais une fois qu'il a infiltré les Orcs et qu'il se retrouve dans cet institut et qu'il doit évoluer parmi l'élite de la jeunesse or, ben on nous martèle que c'est quand même la couleur la plus intelligente, la plus évoluée entre guillemets, parce qu'il y a quand même eu des mutations génétiques qui font qu'ils sont plus intelligents que les autres couleurs, qu'ils sont plus forts, qu'ils sont plus beaux. Bref, tout est mieux chez eux, mais surtout ils sont très intelligents, très manipulateurs, et c'est quand même quelque chose qui est vachement important dans le world building, dans l'intrigue, et qu'on nous rabâche quand même assez constamment. Et je m'étais fait la réflexion que justement, une fois les épreuves qui commencent dans l'institut, ben j'avais l'impression qu'ils étaient pas très fut-fut. Alors ok, c'est aussi normal puisqu'il faut quand même que le lecteur puisse comprendre ce qui se passe, mais c'est
pas vraiment subtil non plus, donc c'est un peu dommage. Et surtout, il y a certains personnages qui ont des réflexions, des dialogues qui sont limite bêtes, qui sont pas intelligents et qui représentent clairement pas la jeunesse dorée, l'élite des individus les plus intelligents de la société. Donc j'ai trouvé que c'était un peu dommage, mais comme je vous le disais, il y a eu une révélation, enfin du moins Darrow a compris quelque chose. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On le verra. Moi je pense que c'est vrai, mais du coup, si c'est vrai, je suis bien curieuse de savoir comment ça se fait. Et dans la situation dans laquelle il peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Il ne peut se tourner vers personne puisque ses alliés sont à l'extérieur de l'institut. Il a aucun moyen d'entrer en contact avec eux. Et j'avoue que c'est super intelligent, c'est quand même très prenant. Et j'ai très hâte de savoir la suite parce que là on est parti dans des trahisons, des retournements de situation, des stratégies de guerre. C'est hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup. Du coup j'avoue que sur ce point-là, je me régale. Mais ouais, comme je vous le disais, il y a aussi quand même ces petits côtés un peu négatifs où c'est un peu trop young adult pour moi. Mais j'ai hâte que ça prenne de l'ampleur, que ça prenne plus d'épaisseur, plus de maturité. Je pense que ça sera le cas avec les tomes suivants. En tout cas, j'espère. Mais il y a quand même beaucoup plus de choses qui me plaisent que de choses qui ne me plaisent pas. Aussi, petite précision, parce que je pense que ça peut avoir son importance s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour le découvrir, mais qui savent pas trop encore s'ils vont mettre les pieds dedans. Quand je vous disais que maintenant je vois vraiment la ressemblance avec Hunger Games, c'est parce que quand il rentre à l'institut, c'est pas un côté Light Academia ou Dark Academia où on a des études, des cours, des machins. Non. L'institut, c'est brutal, c'est sanglant, c'est parfois gore. L'institut est clairement là pour éduquer la jeunesse des Orcs et leur montrer la brutalité de la vie et surtout leur prouver que c'est eux qui sont au sommet de la pyramide, ils ont intérêt à se battre pour y rester. Et en fait, ça se passe sous forme d'épreuves. Il y a déjà une épreuve dès la première nuit où ils arrivent dans l'institut. C'est sanglant, c'est brutal et ça traumatise certains personnages, dont notre personnage de Darrow parce que voilà, je peux pas vous dire, mais c'est assez traumatisant pour lui et ça va l'impacter sur une bonne partie de ce premier tome parce que là où je suis arrivée, il y a eu justement un renversement de situation par rapport à ce traumatisme. C'est hyper intéressant. Et tout de suite après cette première épreuve-là, ils sont jetés dans le grand bain de l'institut avec une épreuve qui va durer des mois. Là où j'en suis, ça fait déjà bien 2 ou 3 mois qu'ils sont en plein cette deuxième épreuve et qui je pense constitue la majeure partie de leur première année. Puisqu'en fait à travers de cette très longue épreuve, ils vont devoir apprendre à gérer des situations délicates, à mettre en place des stratégies justement de guerre, de conquête de territoire, mais aussi gérer tout ce qui est approvisionnement, ressources alimentaires, ressources matérielles, ressources humaines. Bref, on leur apprend tout simplement à faire la guerre et à faire la guerre intelligemment. C'est pour ça que je vous disais tout ce qui est stratégie militaire, bah pour le coup moi je me régale. Et forcément aussi, le sang coule. Bref, pour le moment c'est un régal. Et du coup avec les Reading Sprint ce soir, j'espère bien avancer. Là je suis à la page 329, 330. Si j'arrive à la page 400 c'est vraiment chouette. Et comme ça demain il me resterait environ 70-80 pages à lire. Je pourrais le terminer demain. On croise les doigts. On verra bien comment ça se passe. Je suis confiante, même si ça sera pas un coup de cœur, sur le fait que je vais continuer la série. De toute façon, j'ai quand même les tomes 2 et 3 à la maison qui m'attendent, donc je la continuerai quand même. Mais je pense que là, ce dernier tiers, il va être très prenant. Donc écoutez, la prochaine fois que je vous retrouve, j'ai terminé Red Rising. Ah, et sinon, j'avais encore oublié, décidément, avec ce tome-là, j'oublie tout le temps. Je vous avais parlé dans le vlog précédent que j'avais oublié mon intégrale 2 des Aventuriers de la Mer chez moi et qu'il me restait une centaine de pages pour terminer mon tome en cours, L'éveil des eaux dormantes. C'est chose faite puisque je l'ai récupéré donc en audio et je l'ai terminé hier soir, donc je valide plus 2 points dans le Serial Series Starter Challenge puisque j'ai avancé dans une série en cours. Et je pense que je vais lui mettre la note de 4 sur 5. Je suis juste un peu déçue, mais c'est de ma faute, parce que du fait d'être passée sur la lecture audio, bah, j'étais un peu paumée. J'avais pas le même rythme de lecture que le narrateur. J'avais pas les mêmes tons, les mêmes intonations selon les personnages par rapport au narrateur non plus. Du coup, j'avoue que j'ai un peu décroché sur la fin. Je l'ai écouté un peu, pas forcément en diagonale, je l'ai écouté en vitesse 1.2. Ce qui est extrêmement rare puisque d'habitude j'écoute tous mes livres en vitesse 1. J'accélère rien du tout. Mais là, la façon qu'il avait de lire et de narrer, j'avais un petit peu de mal, je trouvais ça un peu lent. Donc j'ai très légèrement accéléré.
mais j'accrochais pas quand même. Donc je me dis que c'est pas grave parce que j'ai quand même compris l'essentiel de ce qui s'est passé sur ces 100 dernières pages, mais je réitérerai pas l'expérience avec les aventuriers de la mer, ni même tout le reste de la saga du royaume des anciens, parce que j'aime tellement les lire avec mes yeux, me poser, même si ça prend du temps. Je repasserai pas sur l'audio, c'est juste ma préférence à moi parce que ça fait déjà 1 an que je lis cette série et ça m'a fait vraiment trop bizarre de passer sur de l'audio. Mais bon, j'ai quand même terminé L'éveil des eaux dormantes, donc je passe à 23 points dans mon challenge. Mais bon, d'ici quelques jours, comme j'aurai terminé Red Rising, je vais les perdre. Bon, sur ce, je vais avancer un peu dans ma lecture. On change pas une équipe qui gagne, hein. Un bouquin, une rubis, un canapé. Il n'y a pas eu de reading sprint hier soir, mais j'ai quand même avancé. Je suis à la page 392. Je sais pas trop combien de pourcents ça fait, je vous le mettrai ici. Il me reste moins de 100 pages. Je le termine ce matin. Ruby est blasée. Il pleut. Elle n'est pas sortie depuis hier soir. C'est pas que je veux pas, c'est elle refuse, elle veut pas quitter le lit. Elle a quitté son lit d'ailleurs juste pour venir là, hein. Voilà, ça c'est ma grosse feignasse, ça. Oui. Oui. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais non. C'est beaucoup trop facile, ça me plaît pas ça. Bon bah écoutez les amis, j'ai terminé il y a environ 1 heure Red Rising de Pierce Brown. Je sais pas trop si c'est un 3,5 sur 5 ou un 4 étoiles. J'avoue que mon cœur balance. Globalement c'était quand même une lecture très sympa, très chouette, que je suis contente d'avoir pu faire et surtout je vais continuer la série, ça c'est clair. Par contre, je suis un petit peu déçue de la fin qui est arrivée trop vite. C'est genre servi sur un plateau d'argent. Et il n'y a pas de remise en question. Alors, est-ce que c'est des indices ou une ouverture potentielle pour la suite ou est-ce que c'est juste la narration qui est comme ça? J'avoue que je sais pas trop. Darrow ne semble pas remettre tout ça en question. Ça arrive juste très vite et c'est franchement un peu décevant par rapport à toutes les actions qu'il y a eu avant, toutes ces batailles, ce côté sanglant qui ressort énormément. Et puis finalement, sur les peut-être 10 dernières pages, ça va super vite. Et c'est trop facile. C'est trop facile. Donc à voir avec la suite, le tome 2, Golden Sun. J'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Autrement, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ce que je vous disais précédemment. C'est brutal, c'est sanglant, il y a beaucoup de stratégies de guerre, mais moi j'aime beaucoup ça, je me suis régalée. C'est intelligent, ça manque un petit peu de subtilité, ça manque de maturité dans les actions, dans certains personnages, mais aussi et surtout dans les dialogues. Je me suis noté quelques exemples pour pouvoir vous les citer, il n'y a pas de spoiler. Petit extrait. Les fils d'Arès se pisseraient dessus de joie si je devenais un praetor de la maison Bellona. Le pipi, ça revient énormément. Citation suivante. Ils vont me voir te botter le cul, te prendre ton armure et te ramener à poil jusqu'au palais. Si tu ne te rends pas, ils vont me voir jeter ton corps par-dessus bord et te pisser dessus pour te souhaiter bonne chance. Le pipi.
Vraiment cette notion de pisser sur les gens ou de pisser sur des objets ou de pisser sur quelque chose pour marquer son territoire, ça revient énormément. Donc ça vous donne quand même un petit aperçu du niveau de maturité des personnages. Je sais que j'ai dit que Darrow était un personnage mature, il l'est comparé aux autres, mais quand il s'exprime comme ça, pour moi c'est un adolescent. Et enfin, dernière citation, il est temps de montrer le poil que j'ai sur les couilles. Formidable, je suis ravie. Malgré tout ça, malgré ces personnages qui manquent parfois d'intelligence, mais surtout de maturité, de subtilité, et où on sent bien que ce sont des adolescents, malgré le côté vulgaire de certains dialogues ou de certains personnages, et j'avoue le côté pas très subtil de certains messages que veut faire passer l'auteur, je me suis quand même régalée, j'ai quand même passé un très bon moment. C'est pour ça que je sais pas si je lui donne 3,5 sur 5 ou si je lui donne 4. Mais dans tous les cas, très bonne lecture et je vais poursuivre. Donc par rapport à mon Serial Series Starter Challenge, j'ai perdu 2 points évidemment puisque j'ai commencé une nouvelle série avec Red Rising. Je repasse donc à 21 points. C'est pas grave, de toute façon c'est qu'un jeu, on ne fait que compter les points pour s'amuser. Mais je suis quand même contente de l'avoir découvert. Et du coup j'ai commencé, j'ai juste lu le premier chapitre de La Duperie de Guenièvre. Je suis vraiment pas très loin puisque j'ai lu 4%. Et je repars quand même pas mal dans du young adulte, j'avais oublié ce côté-là, mais notre personnage principal a 16 ans et elle se fait passer pour Guenièvre. C'est une réécriture du mythe arthurien mais du point de vue de Guenièvre, qui n'est pas Guenièvre. Ce n'est pas un spoiler, je suis quasi sûre que c'est dans le résumé et de toute façon ça nous est révélé à la fin du premier chapitre. Et on la rencontre alors qu'elle se rend à son propre mariage avec le roi Arthur, à Camelot. Donc elle découvre un petit peu son entourage et elle vient juste de parcourir le chemin qui l'amène à lui. J'ai très peu de souvenirs de ce roman, je me souviens juste de ce fameux plot twist où Guenièvre n'est pas Guenièvre, et il me semble aussi me souvenir que même arrivé à la fin du tome 1, on ne sait pas pourquoi elle se fait passer pour Guenièvre. Il me semble me souvenir d'une relation qu'elle a avec un autre personnage, qui n'est pas une relation amoureuse, mais je suis plus tout à fait sûre non plus. De toute façon, ce sera un spoiler, donc je ne vais pas vous le dire. Mais autrement, c'est tout. De toute façon, j'ai revérifié, je l'ai lu il y a 4 ans. Je l'ai lu en mars 2022. Donc il y a même un petit peu plus de 4 ans. J'ai aucun souvenir. Et je vais voir si je vais continuer ma lecture parce que je vous avoue que si ça part sur du young adulte où ça dégouline de sentiments de « Oh mon Dieu, il est trop beau, je ne sais pas quoi faire » parce que je me souviens qu'il y a un espèce de triangle amoureux. Elle est à fond sur 2 mecs en même temps. Ça risque de vite me gonfler et je risque d'abandonner la série au moment de la relecture du premier tome. Donc on verra bien, je vais pas trop m'engager, je vais pas trop me dire que je me force à relire ce tome 1 parce que j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle. On verra, si ça match tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Donc on s'en reparle dans le prochain update. Je vous retrouve, on est samedi, fin de journée, et comme vous pouvez le voir, je suis rentrée chez moi. On est parti assez tôt ce matin et on a roulé quasiment toute la journée. Enfin, je vous dis ça, on est rentré vers 3h30, je dirais. Du coup, je suis épuisée puisque, évidemment, la veille, j'ai pas dormi de la nuit. Je sais pas vous, mais moi, je dors jamais sur mes 2 oreilles une veille de départ. Qu'on parte tôt, qu'on parte en pleine nuit, qu'on parte dans la journée. Et il n'y a pas moyen, j'arrive pas à dormir. Et donc, évidemment, ça a été le cas encore la nuit dernière. Je suis épuisée, tant parce que j'ai pas dormi de la nuit, puis la route, la fatigue. Mais je tenais à vous faire un update parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Je vais commencer par ma lecture audio parce que sinon, vu que je l'ai pas dans les mains, je risque de l'oublier. Je vais vous mettre la photo ici comme d'habitude. J'ai commencé ma lecture de Four Rune Realms que j'avais tiré au sort dans le vlog précédent si je me souviens bien. Et je vous avais dit que je l'avais gardé justement pour le voyage en voiture. Ce que j'avais pas calculé dans mes comptes, c'est que comme c'est mon père qui conduit et qu'il écoute la musique super fort, j'ai eu énormément de mal à écouter mon livre audio et en fait j'ai écouté 2h30, 2h45, ce qui équivaut à 20% du livre, et puis je me suis arrêtée là parce que c'était hyper compliqué
de suivre l'histoire, l'intrigue qui est déjà un peu complexe parce que j'ai oublié pas mal de choses depuis le tome 1 et que je me mélange toujours avec le nom des personnages. Et surtout, j'ai beau monter le son dans mon casque qui est quand même un casque anti-bruit, donc qui filtre quand même énormément les sons environnants. Bah malgré ça, j'entendais quand même presque plus la musique de mes parents que mon livre audio. Donc forcément, au bout de 20%, j'en ai eu ras-le-bol et je me suis arrêtée là. Pour l'instant, parce que je compte bien le continuer. Je peux pas vous en dire grand chose pour le moment parce que de ce que j'ai compris, on n'a pas avancé des masses. Ça se passe tout de suite après la fin du tome 1 qui était vraiment pas mal dosé en rebondissement et en révélation. Et nos personnages ne se font plus confiance. Déjà qu'ils avaient du mal dans le tome 1, mais alors là, avec la fin du tome 1 et avec la lancée du tome 2, il y a zéro confiance entre ces personnages. Et j'avoue que c'est assez plaisant parce que ce trope de la non-communication, de la miscommunication, il est hyper intéressant via ce prisme-là. Parce que pourquoi ils ne communiquent pas? Ils ne se font pas confiance. De toute façon, ils n'ont aucune bonne raison de se faire confiance, vraiment aucune. Et eux-mêmes doivent contrôler la quantité de vérité qu'ils disent sur eux parce que sinon, ils se mettent en danger. Sinon, comme je vous le disais, je me mélange toujours avec les personnages, mais ça, c'est un peu de ma faute. Vu que c'est de la fantasy qui est très fortement inspirée de la Corée du Sud, des mythes et légendes coréennes. Et du coup, on va retrouver énormément de prénoms, de lieux et de mœurs qui sont inspirés de la Corée. Bah forcément, vu que je ne le lis pas avec mes yeux, j'arrive pas à enregistrer. Et c'est le problème que j'ai souvent quand même avec l'audio. Je suis quand même dans ma lecture, mais je suis quand même vachement moins investie et vachement moins concentrée que si je le lisais en papier. Donc forcément, je suis toujours un peu perdue avec les noms des personnages, mais bon, c'est de ma faute. Et pour ce qui est de mon autre lecture, vous l'avez vu dans les clips précédents, j'ai commencé ma relecture de La Duperie de Guenièvre, le premier tome de la trilogie L'Ascension de Camelot, une série de fantasy historique, donc réécriture du mythe arthurien par Kiersten White. Le tome 1, je l'avais donc lu il y a 4 ans, et là je suis arrivée à 28%, donc je suis à presque un tiers de ma lecture, et je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas continuer ma relecture et du coup je vais pas continuer la série parce que c'est un petit peu ce que je craignais. Je crois que vous en avez parlé d'ailleurs dans l'update précédent. C'est un peu trop young adulte pour moi. Le personnage qu'on suit a 16 ans et le roi Arthur, lui, il en a 18. Et le problème que je rencontre, c'est que je suis pas forcément investie dans ma lecture. Ça reste intéressant, j'avais oublié vraiment beaucoup de choses, et notamment la magie qui est vachement intéressante. C'est une magie qui est très inspirée de la culture celtique. Et notre personnage qui se fait passer pour Guenièvre, elle a notamment la magie du toucher, c'est-à-dire que si elle a le malheur de toucher, par exemple, un aliment qui provient d'un animal, elle va ressentir ce que ressentait l'animal quand il était vivant. Pareil avec la fourrure, avec les pierres, ce genre de choses. Et on sait aussi qu'il y a la magie du feu et la magie de l'eau qui est extrêmement puissante et dont notre personnage de fausse Guenièvre est terrifié. Donc en soi c'est intéressant, mais comme je vous disais, les personnages ont 16 et 18 ans et ils sont hyper doués dans tout ce qu'ils font, notamment Arthur qui donc est à peine majeur, mais il est roi de Camelot depuis des années. Il a battu la Reine Noire depuis plusieurs années, il règne sur un royaume où il est vraiment aimé. C'est un gamin en fait, il sort à peine de l'adolescence et il a déjà fait énormément de choses. Pour moi c'est pas crédible et je sais qu'on va pas mal se baser sur une histoire d'amour entre la fausse Guenièvre, Arthur et un autre personnage qu'on rencontre même avant le personnage d'Arthur. C'est un abandon qui est pas sévère, mais je suis vraiment pas investie dans ma lecture. Je n'arrête pas de penser à tous ces livres qui sont dans ma pile à lire et notamment ma pile à lire du mois de mai qui me font extrêmement envie. Je me dis que j'ai pas envie de perdre du temps à lire quelque chose qui m'intéresse moyennement alors qu'il y en a d'autres derrière que je veux lire depuis super longtemps. Donc je préfère m'arrêter là et tant pis pour ma relecture du printemps, mais du coup je me suis dit que quitte à lire une trilogie par saison et donc avoir encore le mois de mai et le mois de juin pour lire un tome 2 et un tome 3 de trilogie pour finir une série, autant continuer avec la suite de Red Rising. Donc je pense que ce mois-ci du coup je vais lire Golden Sun, le tome 2, et puis le mois prochain, au mois de juin, je lirai Morning Star, le troisième et dernier tome de la série, enfin du coup du premier cycle de Red Rising, parce qu'après il y a un deuxième cycle où je vous mets les photos ici. De mémoire il y a Iron Gold, Dark Age, il y en a un troisième, Lightbringer. Et vu que je suis vachement plus investie là-dedans, que c'est bien plus frais et que c'est une série qui est en cours où je peux vraiment avancer vite,
bah autant le faire. Donc finalement ma relecture du printemps se transforme en lecture découverte d'une nouvelle série que je viens de commencer. Mais c'est pas grave, le but c'est quand même d'éliminer des séries de ma pile à lire. Et si je peux faire ça avec la suite de Red Rising, bah c'est que mieux. Mais du coup, comme il me reste un peu de temps ce soir et demain avant de clôturer ce vlog, j'ai bien envie de faire une lecture assez courte pour pouvoir vous en parler d'ici la fin de ce vlog. Et je me suis dit, bah autant lire l'un des 2 préludes à l'Assassin Royal de Robin Hobb. Et je pense que je vais y aller avec Le Prince Bâtard puisqu'il y a 2 nouvelles. Donc je pourrais lire la première nouvelle qui s'intitule La princesse qui n'en faisait qu'à sa tête ce soir. Et demain, lire la suite, Le Prince Bâtard. Du coup, au moins, d'ici demain que je clôture ce vlog, je pourrai vous parler d'une lecture que j'aurai normalement terminée. Je pense qu'on va faire ça. Ceci dit, je sais pas si je vais réussir à lire l'entièreté de la première nouvelle ce soir avant d'aller me coucher parce que je suis crevée, forcément vu que j'ai quasiment pas dormi de la nuit, j'ai la migraine et je suis très fortement capable de m'endormir sur ma lecture. Donc on verra bien, mais dans tous les cas, ça ce sera terminé avant la fin de ce vlog. Bon bah comme convenu, je vous retrouve, on est dimanche soir et j'ai bien terminé Le Prince Bâtard. Bon, comme je m'en doutais, j'ai pas lu la première partie sur la soirée d'hier, mais j'ai quand même avancé bien plus que ce que je pensais. Je me suis arrêtée au bout de 60 pages, je crois. Et franchement, avec la migraine que j'avais, je trouve que c'est limite un exploit. Et du coup, je l'ai terminé ce matin et cet après-midi, fin d'après-midi, j'ai lu la deuxième partie qui en soi est tout simplement une suite directe à la première partie. C'est vraiment une nouvelle en 2 parties, une nouvelle en 2 chapitres si vous voulez. C'est pas 2 nouvelles différentes. J'avais un petit peu peur que ce soit le cas, mais c'est la suite directe de la première partie. Je vous confirme qu'on n'a pas besoin de lire ce prélude avant de se lancer ni dans la série du Royaume des Anciens, ni même dans le premier cycle, l'Assassin Royal. Ça donne juste plus de contexte, plus d'histoire si vous voulez, sur les ancêtres de Fitz, sur l'histoire de la royauté et des 6 duchés, et surtout ça donne un petit peu plus de contexte sur la magie du vif, qui est un pouvoir magique que possède Fitz dans l'Assassin Royal et que possèdent certains personnages ici présents. C'est un pouvoir un peu particulier qui, dans l'Assassin Royal, est une magie extrêmement taboue, et dans ce prélude-là, c'est expliqué pourquoi. C'est une magie qui permet à certains humains de se lier mentalement avec un animal. Ça peut être un chien, un loup, un oiseau, un serpent, un ours, ça dépend des personnes, ça dépend des affinités des uns et des autres, mais c'est un lien très étroit entre humain et animal, et c'est aussi une magie qui est très dure à maîtriser. Donc on a pas mal de contexte ici sur le vif, sur les ancêtres de Fitz, et pour celles et ceux qui sont fans d'intrigues, de cours, de manipulation, de machination et tout le tralala, vous allez être servis. 150 pages, mais 150 pages de trahison et de manipulation. Si vous avez lu l'Assassin Royal et que vous avez aimé détester Royal, on a ici un personnage qui fait beaucoup penser à Royal. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui porte très bien son prénom. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, au-delà du contexte, comme je vous disais, et des machinations politiques, c'est qu'on va suivre l'histoire de plusieurs générations de la royauté au travers des yeux d'une servante, une femme qui a été liée très très tôt à une princesse, qui a grandi et mûri à ses côtés, qui a été témoin de sa déchéance et de tout ce qui en a découlé. C'était hyper intéressant à voir ça au travers des yeux d'une personne extérieure aux machinations politiques, mais qui en pâtit aussi énormément. Et comme d'habitude, l'écriture de Robin Hobb, c'est une petite pépite. Je me suis régalée à retrouver le royaume des 6 duchés et toutes les intrigues de cour à Castelcerre, un véritable nid de vipère, et comme d'habitude, Robin Hobb, elle nous enrobe tout ça d'une plume juste magnifique. Comme d'habitude, il y a assez peu de dialogue, c'est beaucoup le personnage qui raconte tout ce qui s'est passé et qui rapporte des événements en essayant d'être le plus franc possible, quitte à montrer ses propres défauts. Bref, c'était trop bien. Je vous le recommande si vous êtes fan de la série, et même si vous souhaitez découvrir la plume de Robin Hobb sans forcément vous lancer dans une longue série, ça peut être un petit avant-goût pour peut-être découvrir plus tard l'Assassin Royal. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir lu et je pense que je vais pas traîner trop longtemps avant de lire l'autre prélude, Retour au pays. Je me demande même si je vais pas le faire ce mois-ci parce que j'ai vraiment pas envie de le laisser traîner et c'est toujours un petit bonbon. D'ailleurs, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et c'est sur cette très chouette lecture que je vais arrêter le vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Petit récap, j'ai terminé donc Red Rising, j'ai lu environ 60% sur ce vlog et je sais toujours pas si je lui mettrai la note de 3,5 sur 5 ou 4 sur 5. J'avoue que je penche quand même sur un 4 sur 5, mais un 4 un petit peu généreux. J'ai aussi lu environ un tiers de la Duperie de Guenièvre avant de l'abandonner, mais c'est pour une très bonne raison et surtout aucun chagrin envers la lecture, je fais ça de façon très positive. J'ai pas avancé dans mon écoute de Four Rune Realms, donc je suis toujours à 20% de ma lecture et je vais avancer tout doucement dès que j'ai un peu de temps, par exemple pendant mon ménage ou pendant la balade avec Ruby. Je vais avancer à mon rythme et vraiment sans pression. Et évidemment, comme je viens de vous le dire, j'ai aussi lu dans son entièreté Le Prince Bâtard. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce vlog, n'hésitez pas à me laisser un emoji cheval, en rapport évidemment avec la couverture du Prince Bâtard. Et le jour où vous allez lire Le Prince Bâtard, vous allez comprendre pourquoi il y a un cheval. Sinon, je vous retrouve comme d'habitude le mercredi à 10 h et le samedi à 10 h aussi. Et je vous dis bye bye!